Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire MIF qui s'intitule aujourd'hui PER, est-ce la bonne solution pour préparer sa retraite? Je suis Patrick Sellery, directeur développement de la MIF et je suis aujourd'hui accompagné d'Olivier Santis, directeur général de la MIF, qui cherchera à répondre à vos questions tout au long de cet échange. Bonjour Olivier. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, avant de commencer ce webinaire qui va durer une quarantaine de minutes, en attendant les derniers participants, je vous rappelle que vous allez pouvoir poser vos questions en direct par chat à nos conseillers qui donc chercheront à vous répondre en direct. Et puis, nous allons consacrer au cours de cet échange et en fin d'entretien, un moment privilégié de réponse à une sélection de vos questions que vous aurez posées tout au long de cet échange. Donc, n'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous désirez poser. L'idée et l'ambition de ce moment étant, bien entendu, d'être le plus interactif possible. Je vois que vous êtes déjà nombreux derrière votre écran et je vous propose donc de commencer notre webinaire. Alors Olivier, on va commencer par le commencement, par une question simple, basique. Pourquoi aujourd'hui organiser un webinaire sur la problématique retraite? Alors, la retraite, c'est important pour tous. C'est vraiment une question qui est cruciale. Il faut avoir une vision globale de la retraite. Il faut déjà rappeler que la retraite, c'est 3 étages. Il y a la retraite de base, dite retraite sécurité sociale. Il y a la retraite complémentaire, qui généralement est appelée Agir Carco, mais il y a d'autres régimes complémentaires. Et puis, il y a le 3e étage de la fusée, qui est la retraite supplémentaire, c'est-à-dire la retraite facultative et qui peut être mise en place par une entreprise ou qui peut être décidée de façon individuelle. On va donc s'intéresser à ces 3 éléments et la question qu'on peut se poser en premier, c'est de savoir qu'est-ce que je vais toucher au moment de ma retraite. Il faut savoir que la retraite, pour les 2 premiers piliers, c'est la retraite par répartition et que le 3e pilier, c'est la retraite, donc la retraite facultative, c'est la retraite par capitalisation. Une retraite par répartition, ça veut dire que c'est les actifs qui cotisent pour les retraités. Donc, on voit qu'il peut y avoir un problème démographique. Il peut y avoir un nombre d'actifs insuffisant et donc une baisse des montants. C'est donc tout le débat sur la retraite que l'on peut avoir. Donc, posons-nous la question, combien je vais toucher à ma retraite et plus précisément, quelle est la proportion par rapport à ce que je touche en tant qu'actif, je vais pouvoir disposer pour faire face à mes besoins à la retraite. Donc, par rapport à cela, il peut y avoir des réflexions. Cela dépend de sa carrière, ça dépend de sa profession. Et pour avoir une vision plus précise, on peut aller sur un simulateur. Et il y a le simulateur de info.gouv retraite, inforetraite.fr, qui permet sur mon compte retraite et mon estimation retraite d'accéder à un simulateur et d'arriver à un montant de retraite dont on peut disposer. D'accord. Donc, si on se dit néanmoins, si on parle de taux de remplacement, si on se dit que pour un cadre supérieur, on va avoir un taux de remplacement de l'ordre de 48%, pour un salarié de l'ordre de 60%, et pour un fonctionnaire de l'ordre de 75%, sont des chiffres officiels qui... Oui, alors tout dépend bien sûr de la part, par exemple, pour un fonctionnaire, entre les primes et la retraite de base. Enfin, il y a beaucoup de critères, mais en gros, il faut avoir ces ordres de grandeur et se dire qu'il peut être bon de constituer un capital pour avoir une retraite supplémentaire. Et si on veut avoir 10 points améliorer son taux de 10 points, par exemple, il faut avoir comme ordre de grandeur qu'il faut se constituer un capital de l'ordre de 2 ans, 2 ans de salaire. 2 ans de salaire qui vont être répartis sur les 20 ans ou 25 ans de retraite. Cela donnera à peu près les 10% dont on peut avoir besoin pour compléter sa retraite et ne pas avoir d'insuffisance pour faire face à ces moments de retraite qui sont des moments où on va voyager, où on va peut-être aussi prendre soin de soi, avoir des problèmes de santé, donc où on a besoin d'assistance. Donc c'est des besoins différents des besoins d'actifs, mais c'est des besoins importants.
D'accord. Donc, si on se résume, je trouve des informations sur une estimation du montant de ma future retraite. Il y a des outils pour ça. C'est le site internet inforetraite.fr ou alors une application mobile, Mon Compte Retraite. Là, j'ai une estimation et concrètement, pour compenser la perte de revenus qu'on a identifié à l'instant, qui intervient au moment de la retraite, il faut, grosso modo, avoir, au moment de la retraite, épargné l'équivalent de 2 années de salaire. Du coup, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Nos 2 années de salaire, ça va les épargner. Maintenant, il faut les mettre il faut les positionner sur un véhicule financier et depuis octobre 2020, un nouveau produit dédié à la retraite rencontre un succès. C'est ce qu'on appelle le plan d'épargne retraite, plus connu sous son acronyme PER. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et, dans un premier temps, en tracer les grandes lignes? Alors, le plan d'épargne retraite, c'est justement le véhicule adapté pour se constituer ce complément de retraite dont on a besoin pour cette période importante. Et cela va être réalisé par le versement tout au long de sa vie de sommes qui vont être capitalisées, donc qui vont fructifier dans un compte et qui vont pouvoir être débloquées au moment de sa retraite ou un peu plus tard, au choix, soit sous forme de rente, soit sous forme de capital, soit sous forme de capital fractionné que l'on peut avoir donc en plusieurs trimestres, jusqu'à 10 ans de capital fractionné. D'accord. Donc, vous dites débloqué, ça sous-entend que l'épargne est bloquée jusqu'à la retraite. Alors, la difficulté par rapport à ça, c'est de bien comprendre que ce que l'on va épargner, ce n'est pas pour s'acheter un voyage, une résidence ou autre chose. Ça va être dédié à la retraite. Donc, c'est la grande force de ce produit, c'est que les sommes seront bien là au moment de la retraite. Ils ne pourront pas être cassés pour un autre projet. Donc, c'est un avantage, mais c'est aussi un inconvénient. Ça s'appelle un effet de tunnel. C'est-à-dire que on peut que verser, on ne peut pas retirer avant l'âge de la retraite. Il y a seulement certains cas qui sont les cas dits redoutés, dans lesquels, par exemple, l'invalidité, le décès du conjoint, et qui permettent de retirer ces sommes. Et il y a un autre cas qui a été introduit par la loi, c'est pour retirer ces sommes pour la résidence principale, pour l'acquisition de la résidence principale. Mais on va voir aussi que l'intérêt de ce dispositif pour la résidence principale est somme toute assez modéré. Il faut quand même considérer que c'est pour la retraite. D'accord. On verra ça dans un instant avec les 6 cas de déblocage qui existent dans le cadre du PER. Juste une aparté, le PER, il est potentiellement bancaire, assurantiel. Alors, il est généralement assurance vie, mais on peut aussi trouver des PER bancaires, mais qui offrent plutôt moins d'avantages, puisque l'assurance vie est beaucoup plus complète au niveau des dispositifs de sortie et puis de la fiscalité en cas de décès. Donc, c'est surtout de celle-là dont on va parler. Il faut aussi placer le PER dans l'ensemble de la gamme des placements que l'on peut faire, parce que j'allais vous relancer là-dessus. Vous avez ébauché les grands principes du PER, donc on comprend bien. On bloque l'épargne accumulée jusqu'à la retraite. Et au moment de la retraite, l'épargne devient disponible, soit dans le cadre d'une rente, soit dans le cadre d'une récupération du capital. Maintenant, si on élargit effectivement le spectre, il existe traditionnellement différentes sortes d'épargne qui, chacune à leur niveau, ont pu être considérées comme des réponses à une problématique retraite. Est-ce qu'on peut s'y attarder un court instant, sachant qu'on a, je pense, un slide de synthèse que nous allons vous passer maintenant? Je pense que tout le monde a besoin d'épargner pour faire face à des besoins futurs. Mais il faut structurer un peu son épargne et trouver le contenant qui convient le mieux à chacun des besoins. Un des premiers besoins qu'on a, c'est l'épargne de précaution. C'est-à-dire qu'il faut faire face à des aléas à court terme et il est bon d'avoir 2 mois de salaire sur un contenant du type livret A, par exemple, pour faire face à une machine à laver qui casse ou d'autres choses. Ensuite, on a se protéger son foyer
Et là, un des éléments principaux d'épargne, c'est l'acquisition de la résidence principale. C'est typiquement un bon placement pour protéger son foyer et épargner intelligemment. Et généralement, c'est des éléments qui arrivent dès qu'on constitue, dès qu'on entre dans la vie active et qu'on se constitue une capacité d'épargne. Et puis, il faut aussi épargner pour des projets. On a des projets dans la vie, ça peut être les études supérieures des enfants, d'autres projets plus structurants. Et par rapport à ces projets, l'assurance vie correspond bien à la forme d'épargne que l'on peut avoir. C'est une épargne disponible, c'est une épargne de long terme, c'est une épargne qui permet de faire fructifier pour accomplir des projets. Dans ces projets, il peut y avoir la retraite, la succession, la transmission, mais par rapport à cela, il y a un projet plus particulier qui est à dissocier des autres, c'est l'épargne en vue de la retraite, parce que la retraite est un moment crucial de sa vie, et donc le quatrième élément de la constitution d'épargne, c'est donc l'épargne retraite. Alors, bien sûr, c'est pas à tout âge c'est pas à 20 ans qu'on va commencer à se préoccuper de la retraite. On va déjà bien avoir l'épargne de précaution, se préoccuper de résidence principale. Et puis, c'est vers 40 ans, on peut commencer à ouvrir un PER, mais c'est pas la seule forme d'épargne. Il faut voir qu'il y a d'autres projets. À 40 ans, on a d'autres projets que la retraite. Et donc, il faut avoir l'assurance vie pour ces projets et commencer à constituer une épargne pour la retraite. D'accord, donc l'assurance vie, épargne projet. Maintenant, la retraite, vous venez de le dire, c'est un projet par entière. On voit bien que potentiellement, il peut y avoir un match entre l'assurance vie et le PER. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre ces deux produits sur différents niveaux, qui sont à la fois la souplesse, la disponibilité et la fiscalité, qui sont sans doute les 3 points les plus importants de comparaison. L'assurance vie, c'est vraiment remporte le match de la souplesse. On peut verser quand on veut, sans faire de nombreux calculs. On peut retirer à tout moment. C'est vraiment très 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 souple. Pour la disponibilité, c'est vraiment là aussi l'assurance vie qui est le plus adapté, puisque on sait que le PER, il y a un effet tunnel, on ne pourra pas retirer les sommes, alors que l'assurance vie, on peut vraiment retirer les sommes et elles sont disponibles à tout moment. Mais là où ça fait la grande différence majeure aussi, c'est et je vais pas répondre quel est le meilleur entre assurance vie et PER, je pense que c'est vraiment complémentaire. La fiscalité sera extrêmement différente entre les deux. La fiscalité de l'assurance vie, c'est une fiscalité attractive. On peut avoir une défiscalisation plus forte au bout de 8 ans. On peut avoir des abattements en cas de décès. Donc, c'est une fiscalité très attractive. Mais le PER a une carte majeure à jouer, c'est la défiscalisation au moment où on verse les sommes. Donc, je vais verser sur mon PER, je vais pouvoir enlever ces sommes de mon revenu imposable. Alors, je reviens juste, si vous me permettez, sur la souplesse. Vous l'avez abordé sous le prisme de la disponibilité. La souplesse, c'est aussi la capacité de verser sur son contrat. Oui. Est-ce qu'il y a des plafonds en assurance vie et est-ce qu'il y a des plafonds sur le PER? Oui, l'assurance vie, il n'y a pas de plafond, on peut verser autant qu'on veut. Le PER, on rentre dans le disponible fiscal pour ce PER, donc il y a un plafond de 35 000 € par an. Et puis il y a, en fonction de l'optimisation que l'on veut faire par rapport à la défiscalisation. Donc c'est un petit peu plus compliqué. On va pas verser des sommes trop importantes sur le PER. Alors, souplesse, on vient de le voir. Disponibilité, on a commencé à l'ébaucher tout à l'heure. Donc effet tunnel du PER, somme bloquée jusqu'à la retraite, mais néanmoins 6 cas de déblocage anticipé du PER individuel. Oui. Donc, je pense qu'on les a en slide. Il s'agit donc du décès du conjoint ou partenaire de PACS, de l'invalidité des acquisitions, qui est différente des autres. Donc, vous avez commencé qui est à parler de la résidence tout à l'heure avec des points de vigilance néanmoins. Voilà. Donc, la fiscalité sur l'acquisition de la résidence principale, c'est la réintégration
des sommes dans les sommes imposables. Donc, ce que j'ai déduit une année, je vais le reverser dans mes impôts l'année où j'investis dans ma résidence principale. Donc, c'est pas forcément, ça peut être intéressant, mais c'est pas forcément le plus intéressant. Le but de la retraite, c'est d'avoir des effets sur la fiscalité qui sont sur le long terme. C'est-à-dire, je défiscalise aujourd'hui, et puis je vais avoir quand même la contrepartie de ça. C'est au moment où je vais récupérer les sommes au moment de ma retraite, je vais être imposé sur ces sommes. Donc, il y a un effet de défiscalisation aujourd'hui, mais de refiscalisation au moment de ma retraite. Ça, c'est un point clé à bien comprendre. Et tout l'intérêt du PER, c'est que je vais défiscaliser quand je suis à un niveau d'imposition plus important aujourd'hui, et je vais être refiscalisé à un niveau plus bas, parce que j'aurai des revenus plus bas au moment de ma retraite. Donc, concrètement, je pense qu'il faut être très précis sur ces éléments-là. On peut parler d'un client qui est à un taux d'imposition, un taux marginal d'imposition de 30%, par exemple, et le taux marginal d'imposition, il est indiqué sur votre feuille d'impôt. C'est pas le taux moyen, c'est le taux qui apparaît pour 1 euro de revenus supplémentaires, combien je paye d'impôt. C'est le taux marginal d'imposition. Donc, quand je suis à une tranche de 30%, cela veut dire que je vais pouvoir défiscaliser aujourd'hui 30% de mon versement sur le PER. Donc, si je verse 10 000 euros sur mon PER, je vais avoir une économie de 3 000 euros sur mes impôts qui vont arriver l'année suivante. Alors justement, là, on a une première question. Si vous nous envoyez, comme on vous a invité en introduction, et nous vous en remercions, vous nous faites passer vos questions par chat. On a une première question d'un internaute qui nous dit « J'ai une rentrée d'argent importante, est-ce que je peux verser 50 000 euros sur mon PER ?» Alors, comme on l'a dit, il y a un plafond dans les versements sur le PER, donc avoir le cas particulier, mais en général, c'est plafonné à 35 000 euros pour être déductible. Après, ce n'est non déductible, ça rentre dans un intérêt avec un plus faible intérêt. À ce moment-là, quand c'est non déductible, autant aller sur l'assurance vie. On n'a pas l'effet tunnel. Oui, on gagnera la disponibilité. On a une plus grande disponibilité, mais bon, donc avec 50 000 euros, c'est un petit peu élevé pour verser sur son PER. Il faut viser des montants un peu plus faibles, un peu plus et plus réguliers. Donc, on va plutôt avoir à se poser la question aussi, si je suis imposé à 30%, est-ce que j'ai intérêt à souscrire sur un PER? Alors oui, j'ai intérêt, même si je suis réimposé au moment de ma retraite à 30%, par exemple, j'ai quand même un différé d'impôt. Donc l'impôt que je ne paye pas aujourd'hui, je vais le payer dans très longtemps. Donc je vais pouvoir faire fructifier les sommes que j'ai économisées en impôt, et cela me fera un bénéfice. Et surtout, c'est encore plus intéressant lorsque le taux marginal d'imposition va baisser. C'est-à-dire que si je suis à 41% et que aujourd'hui, et que au moment de ma retraite, parce que j'ai moins de revenus, je retombe à un taux de marginal d'imposition de 30%, je vais gagner véritablement 11% sur la différence entre 41 et 30 sur les sommes que j'ai versées, en plus du différé d'impôt. D'accord. Donc, pour répondre à notre internaute, il a 50 000 euros de disponibles. La bonne réponse, c'est de lui dire, dans le cadre d'une démarche d'optimisation fiscale, le plafond maximum en 2024 est de 35 194 euros. Donc, c'est 35 194 euros, pardon. C'est tout à fait légitime à être versé sur le PER. Et puis, potentiellement, pour le restant, l'assurance vie est un support tout à fait adapté. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que effectivement, tout le mécanisme intéressant, c'est le différentiel. C'est le différentiel d'imposition entre le moment où je verse actuellement, je suis en activité, et puis le moment de ma retraite. Typiquement, dans votre exemple, on est dans un exemple où on a un taux
actuel à 41%, potentiellement, il sera, donc j'économise de l'impôt, enfin, je fais des économies d'impôt aujourd'hui sur une base à 41% et à la retraite, je ne suis imposé qu'à 30% lorsque je récupère ce capital. Et même si d'aventure ce taux ne devait pas varier, donc l'exemple, c'est une autre question que nous pose, c'est une autre question que nous pose un internaute qui vous avez déjà partiellement répondu. Si mon taux ne bouge pas, reste à 30%, j'ai néanmoins ce mécanisme de différer l'imposition qui met à disposition, qui me permet aujourd'hui de disposer de sommes que je vais aussi pouvoir placer, faire fructifier et être gagnant sur la durée. Ce qui est intéressant, c'est qu'on vient un peu d'introduire, sur la question que nous a posée l'internaute qui avait 50 000 euros à placer, on vient d'introduire une idée d'une certaine complémentarité, d'ores et déjà, entre l'assurance vie et le PER. Est-ce qu'on peut quand même re-rentrer un peu dans ce mécanisme sur la fiscalité du PER, donc pour bien comprendre, les taux d'imposition de la tranche revenu sont établis, hein. Ils vont, les différentes tranches, c'est 0%, 11%, 30%, 41%, 45%. Le versement que je vais effectuer va me permettre d'avoir une réduction d'impôt. Je multiplie ce versement par mon taux d'imposition et j'obtiens le niveau de ma réduction d'impôt. Et le grand intérêt, c'est, et on voit bien que le grand intérêt, vous l'avez évoqué, c'est la notion de différé fiscal entre le taux dont je bénéficie aujourd'hui et le taux qui sera celui que j'aurai à supporter à ma retraite. Absolument. Et il faut donc considérer le disponible fiscal qui est ce que l'on peut verser, qui est plafonné à 10% de ses revenus. Donc, en fait, de ses revenus d'activité. Donc, si je gagne 50 000 euros, je n'ai qu'un disponible fiscal que de 10%, donc 5 000 euros. Donc, mais je peux quand même avoir le disponible de mon conjoint. Donc, ça peut être, on peut choisir de conjuguer les deux disponibles fiscaux, et on peut aussi aller chercher les disponibles fiscaux des 3 dernières années s'ils n'ont pas été utilisés. Donc, cela veut dire qu'on a quand même des possibilités assez larges de versement sur le plan d'épargne retraite, plafonné quand même avec cette règle des 35 000 euros. Donc, on a à calculer ce disponible fiscal, de l'utiliser pour la tranche d'imposition sur laquelle on est le plus fortement imposé. Donc, d'en déduire le montant d'impôt économisé. Ces sommes seront ensuite placées sur le plan d'épargne retraite, vont fructifier, et la partie des versements défiscalisés sera réintégrée au revenu imposable, tandis que la partie des produits liés au compte épargne retraite sera imposée selon la règle de la flat tax. Parfait. Donc, dernière question sur la fiscalité. On basculera sur une autre thématique concernant le PER. Toute personne qui, chaque année, remplit une déclaration d'impôt et cherche à optimiser fiscalement sa déclaration d'impôt connaît un encadrement qui est celui du plafonnement des niches fiscales, le fameux plafonnement des niches fiscales à 10 000 euros. Ce que l'on fait. Alors tout le monde ne le connaît pas, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est important, et le PER ne rentre pas dans ce plafonnement des niches. Donc c'est un avantage. D'accord. Donc ça veut dire que je peux cumuler l'effet plafonnement niche fiscale limité à 10 000 euros, et puis la démarche d'épargne retraite et d'optimisation fiscale via le mécanisme du PER, et donc je peux bénéficier des deux. Donc la fiscalité, on vient d'y consacrer une part importante de cet entretien. Est-ce qu'on peut désormais aborder en détail le fonctionnement du PER ? Donc le PER, c'est donc un compte
qui va fonctionner sur la base des versements qui sont alimentés pendant toute la durée de la vie active et qui vont fructifier jusqu'au moment où on va liquider ce compte et où on va transformer ensuite l'épargne acquise soit en versement de rente, soit en versement d'un capital, soit encore d'un versement d'un capital fractionné. C'est-à-dire que le capital va être versé sous forme de 10 annuités ou de 40 trimestres pour être étalé sur une dizaine d'années. Donc, il va y avoir quelque chose qui va être souple pour la sortie. On va pouvoir utiliser cette épargne qui va être valorisée pendant toute la durée de sa retraite, et on va pouvoir gérer cette épargne de façon active. C'est-à-dire, c'est pas géré sous la forme du fonds euro. Comme on a le temps, on va pouvoir diversifier son épargne, essayer de rechercher un peu plus de performance en ayant à la fois du fonds euro, le socle de sécurité de tout contrat d'assurance vie, et puis des unités de compte qui vont permettre de donner de la performance. D'accord. Alors, justement, on prend le PER, c'est d'abord, avant tout, un produit financier avec un dispositif fiscal spécifique qu'on abordait tout à l'heure. Vous venez d'écrire les principes de fonctionnement de l'offre financière, fonds euro, unité de compte. Est-ce qu'on peut s'attarder sur les différents modes de gestion qui sont susceptibles d'intervenir dans le cadre d'un plan d'épargne retraite? Tout à fait. Donc, on peut déjà décider de gérer soi-même son plan d'épargne retraite. Ça s'appelle la gestion libre. Mais on n'a pas tous les compétences ou le temps pour gérer directement son assurance vie ou son PER en gestion libre, c'est-à-dire faire des arbitrages, le mettre à jour fréquemment. C'est quelque chose d'assez prenant. C'est pour ça on peut faire appel à des professionnels. C'est-à-dire, c'est la gestion la gestion sous mandat qui permet de confier à des professionnels la gestion financière de son épargne. Alors, il y a deux formes de gestion de ce type. Soit on sait précisément à quel moment on veut liquider son épargne retraite. On se fixe un horizon, on dit à 65 ans, je veux avoir mon épargne disponible. Et à ce moment-là, on va prendre de la gestion par horizon. Et on va dire qu'à 65 ans, même si je prends du risque aujourd'hui, je vais désensibiliser, enlever du risque, de sorte qu'à 65 ans, je n'ai plus de risque sur mon contrat, je serai entièrement en fonds en euros. Donc c'est une gestion qui est pilotée jusqu'à ces 65 ans, de sorte qu'on reste à une sécurité maximale au moment où on l'a choisi. Et puis, la troisième forme, c'est la gestion sous mandat, c'est-à-dire qu'on va choisir un profil de gestion. On va dire que l'on est équilibre, par exemple, c'est-à-dire que on veut notre appétence au risque est mesurée. On veut un profil équilibre. On veut 50% en fonds euros, 50% en gestion sous mandat. Et donc, il va y avoir la gestion sous mandat qui va être effectuée par un professionnel et qui va permettre d'aller au terme tout en gérant de façon optimale en fonction des soubresauts des marchés. Et puis, il y a le fonds euro qui va être géré aussi par la MIF, par exemple, dans notre cas, de façon optimale, de façon à avoir un rendement sécurisé pendant toute cette durée. Et tous les PER ne proposent pas ces trois formes de gestion libre, gestion par horizon, gestion sous mandat. Et donc, à la MIF, nous proposons ces trois formes, ce qui offre un choix plus important pour le souscripteur. D'accord. Donc, gestion horizon, on va retrouver dans tous les PER. C'est le mode de fonctionnement tel qu'il a été défini lors de la création de ce produit. Gestion libre à côté, et puis parfois la gestion sous mandat. Donc les contrats les plus complets sont ceux qui proposent ces trois modes de gestion. Et justement, contrat MIF PER retraite
propos, c'est 3 modes de gestion. Exactement. Peut-être s'attarder 2 minutes sur les performances, notamment les performances de gestion sous mandat. Alors, la gestion sous mandat, on l'a fait avec notre partenaire Ophi Invest Asset Management. On peut peut-être dire un mot sur les spécificités de cet acteur de référence de la gestion d'actifs. Oui, Ophi Invest AM est un acteur de référence de la gestion d'actifs et leader français de l'ISR. Et la sélection qu'il fait a fait l'objet d'une analyse extra-financière et l'ensemble des fonds répond aux exigences ESG. Donc, on a une gestion qui est à la fois qui a du sens et qui est remarquable par ses performances, puisque en 2023, le profil dynamique a fait plus de 11% et le profil équilibré plus de près de 8,5%, tandis que le profil prudent a fait 5,8%. D'accord. Alors, pour que les internautes qui nous suivent comprennent bien le cycle Unifusion à l'instant, il y a le fonds euro retraite, le fonds euro retraite géré par la MIF, qui a une performance sur 2023 de 3,15%, et puis qui va être intégré sur le profil de l'épargnant. Si j'ai un profil prudent, je vais être investi à 70% sur le fonds euro et 30% sur le fonds UC. Si j'ai un profil équilibré, je serai à 50% investi sur le fonds en euros et 50% sur la poche en unité de compte. Et le profil dynamique, c'est 70% en unité de compte et 30% sur le fonds en euros, qui permet donc d'atterrir sur les performances. Et la performance annoncée est bien la performance cumulée de la poche en euros et de la poche en unité de compte. Alors, vous l'avez dit, grâce à la bonne rémunération du fonds en euros de 3,15%, qui est une des forces de la MIF. D'accord. Donc, la condition succès en termes de rémunération, c'est un fonds en euros de qualité et pour la gestion sous mandat, une gestion sous mandat réactive qui permet d'aller chercher de la performance. Absolument. Mais encore une fois, il faut que le fonds en euros soit également performant. La gestion d'unité de compte n'est pas là pour compenser un éventuel déficit de performance du fonds en euros, mais au contraire pour aller booster davantage cette performance. Il faut faire très attention aux performances qui sont sur ce contrat, mais il faut faire aussi attention aux frais qui peuvent venir obérer la performance. Donc les frais sont un élément important aussi de comparaison pour choisir son PER. Si vous me permettez, on va le faire du coup dans le cadre du contrat MIF qui s'est dénommé MIF PER retraite et du coup qu'est-ce qui différencie notre contrat MIF PER retraite des autres PER du marché? Donc, au niveau des frais, nous avons seulement 0,6 de frais de gestion, que ce soit pour le fonds en euros ou pour les unités de compte, et 0,2 supplémentaire si on prend la gestion sous mandat pour la partie gérée. On a également 0% de frais sur les versements et 0% de frais sur les arbitrages. Donc, on voit que c'est très en dessous de la moyenne du marché. Il faut voir que la moyenne du marché, selon la Banque de France, des frais sur versement de plus de 3%, des frais d'arbitrage généralement de 0,7 et des frais de gestion plus importants que ceux de la MIF. Oui, donc si on prend le dernier chiffre communiqué par la Banque de France, pour être tout à fait précis, les frais sur versement moyens observés sur les PER sont de 3,18%, à la MIF ils sont de 0%, les frais de gestion sont de 0,87, à la MIF ils sont de 0,60, les frais d'arbitrage sont de 0,72, sur MIF PER retraite, ils sont de 0%. Donc ça, c'est le volet frais. Peut-être un mot sur le fonds euro retraite, qui est le cœur de métier de la MIF. Donc le fonds euro retraite est un fonds spécifique, différent d'un fonds cantonné, qui est géré de façon à servir un rendement intéressant. Il est géré sur le long terme et il a permis de servir 3,15 net de frais de gestion en 2023. Donc c'est un fonds qui est le socle de sécurité et chacun va choisir, comme on l'a dit, le degré de risque et le degré de sécurité en étant sur un profil prudent, équilibre ou dynamique.
le fonds en euros restera toujours garanti sur le MIF per retraite. Donc, la modicité des frais, la qualité du fonds en euros, la souplesse, on l'a abordé avec les 3 modes de gestion. Donc, on couvre l'ensemble du panel des modes de gestion proposés sur ce type de contrat. Et puis, le choix à la sortie, à la fois en rente, en capital, ou la possibilité de mixer les deux. Donc, le PER est bien positionné sur tous ces critères, on le dit, et c'est sans doute légitime qu'on le dise, mais c'est sans doute encore mieux si d'autres le disent à notre place. Oui, les journalistes de la presse professionnelle comparent de manière régulière les PER du marché et les principaux journaux, donc Le Revenu, Mieux vivre votre argent, Le Particulier, Challenge, font des classements des PER et ont décerné au MIF per retraite leur label parce que c'est un contrat qui est performant, qui est souple et qui a des niveaux de frais très bas par rapport au marché. D'accord. Donc là, en l'occurrence, les différents acteurs de la presse patrimoniale, qu'elle soit papier ou digitale, reconnaissent sur ces 2 dernières années la qualité du produit MIF PER retraite. Alors, si on en revient à notre question initiale, qui était, je vous rappelle, le PER est-il la bonne solution pour préparer sa retraite ? Quel support privilégier, en définitive, entre le PER et l'assurance vie ? Puisque c'est bien là l'alternative. Je vous répondrai, il faut vraiment avoir les deux et constituer, quand on est jeune, plus en assurance vie, parce qu'on peut avoir plus de projets, et quand on approche le niveau de la retraite, plus versé sur le PER, parce que la préoccupation de la retraite est plus importante. D'accord. Donc, vous abordez justement ce sujet par âge. Plus on va avancer en âge. Si vous aviez des recommandations à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, quels sont les... Commencez par ouvrir une assurance vie à 30 ans. Commencez en complément à mettre du PER à 40 ans. Et à 50 ans, faire un effort plus important sur son PER, parce que on arrive à un niveau où l'imposition est plus importante et où la préoccupation de la retraite va devenir plus urgente. Merci Olivier pour ces éléments de compréhension. Alors que nous l'avions évoqué en début de ce webinaire, on a encore quelques minutes que nous allons consacrer pour répondre à certaines questions qui nous ont été posées dans ce chat. Et donc, première question que nous est posée, je la découvre en même temps que vous. J'ai entendu parler de modification future du PER. Est-ce qu'il faut se dépêcher de souscrire un PER ou au contraire abandonner définitivement cette idée ? Alors effectivement, on a parlé du PER dans les débats qui sont au Parlement et quelques amendements ont touché le PER. Ces amendements n'ont pas encore été promulgués par la loi, et donc pour l'instant, il faut comprendre de quoi il s'agit. Les députés ont fait le constat que certains, dans le PER, pouvaient verser avec l'ambition de ne pas liquider le PER et de payer l'impôt sur les successions, qui peut d'ailleurs aller à un niveau nul pour son conjoint, en lieu et place de l'impôt sur les revenus. Donc il y avait une sorte d'optimisation fiscale pour certains sur le PER, et chacun se préoccupe dans cette période où on recherche à combler le déficit, à régler ce problème-là. Je suis pas sûr qu'il sera dans la loi de finances finale définitivement adopté, mais cela viendra un jour. Donc il faut pas se dire que l'on va passer, que ça ne sera pas comblé. Cette faille risque d'être comblée un jour ou l'autre. Mais ce n'est pas à court terme, mais en tout cas aujourd'hui, il risque de ne pas y avoir de changement sur le plan d'épargne retraite, ce qui est très bien pour la continuité de la fiscalité. Merci Olivier. Alors un certain nombre de questions maintenant sur la notion de liquidation, sur la problématique de liquidation du plan d'épargne retraite. À quel moment liquider le PER ? Est-ce que c'est à la date de retraite effective ou à l'âge légal de la retraite dans le civil ? Et puis,
question de fond, est-ce que je suis obligé de liquider mon PER à la retraite? Alors l'intérêt du PER, c'est qu'on peut le liquider quand on veut, après l'âge légal de départ à la retraite. Donc on peut soit le liquider dès cet âge-là, soit attendre jusqu'à 70-75 ans. Un des amendements qui a été poussé par les députés, c'est de dire qu'il faudrait que ce soit liquidé à 70 ans pour justement répondre à la préoccupation d'optimisation fiscale qu'on a évoquée. Ceci n'est pas d'actualité pour l'instant. On verra si cela vient un jour. Alors, autre question, j'ai 64 ans et je perçois déjà une retraite, mais je continue à travailler. Est-ce que je peux toujours ouvrir un PER? Alors oui, on peut ouvrir un PER toute sa vie et on est plafonné dans ses versements à 10% des revenus d'activité. Donc le 10% des revenus d'activité, si vous travaillez, il existe, et même pour un retraité qui n'a pas de revenus d'activité, il y a un minimum contributif de 4 000 €. Donc on peut toujours verser sur son PER, même en étant retraité. Donc on peut l'ouvrir à n'importe quel âge et verser avec des montants beaucoup plus faibles quand on est retraité, mais on peut verser à tout âge. D'accord. Et donc la limite, potentiellement, c'est l'âge limite tel qu'il est fixé par l'assureur pour autoriser la souscription d'un PER. Voilà. Donc l'assureur généralement fixe des limites parce que que l'objectif du PER soit respecté, donc 67 ans ou 70 ans d'âge limite de souscription pour un PER généralement que l'on trouve sur la place. Alors, un certain nombre de questions maintenant sur le périmètre du PER. Typiquement, question qui nous est posée, je suis marié, est-ce préférable de verser sur mon PER ou celui de mon épouse qui n'a pas de revenus? Alors, les deux sont possibles puisqu'on peut mutualiser le disponible qui est versé, et il est intelligent d'équilibrer le PER entre les deux conjoints de façon à ce que chacun ait un complément de revenus. Cela peut être une bonne stratégie d'avoir un PER pour l'un, un PER pour l'autre, pour multiplier les possibilités. D'accord. Et donc, autre question, si on élargit un peu plus la cellule familiale, est-ce que on peut ouvrir un PER pour son enfant? Alors, avant, c'était oui. Depuis quelque temps, ce n'est plus autorisé pour les enfants de moins de 18 ans. Mais néanmoins, il reste la possibilité de l'ouvrir pour les enfants à charge qui ont entre 18 ans et puis 21, 22 ans, qui sont étudiants. Et c'est possible d'ouvrir pour un enfant majeur à charge un PER. Très bien. Merci Olivier. Donc je vois que nous sommes ensemble depuis plus de 43 minutes. Donc il va être temps pour nous de clôturer cette webconférence. Ce qu'il faut sans doute retenir d'abord, c'est sans doute que pour anticiper sa baisse de revenus à la retraite, mieux vaut s'y préparer le plus tôt possible, assurance vie et ou PER. Justement, le PER, c'est le support dédié à l'épargne retraite des Français, mais il est tout à fait complémentaire à l'assurance vie. Et puis, notre recommandation, c'est donc d'associer les avantages des deux dispositifs, donc de ces deux produits d'épargne. Alors, vous allez pouvoir trouver en ressources à télécharger notre guide de l'épargne retraite. Si vous souhaitez plus d'informations sur MIF PER retraite, donc le PER de la MIF, nos conseillers restent bien évidemment à votre disposition, soit par téléphone à partir du numéro qui s'affiche à l'instant, ou via notre formulaire de contact sur le site mifassure.com. Et puis, je vous indique qu'en ce moment, vous pouvez bénéficier jusqu'à 400 € de prime bonus pour toute adhésion à MIF PER retraite avant le 20 décembre. Et donc, je ne saurais trop vous inciter à profiter de cette opportunité. Enfin, nous avons cherché à répondre à un certain nombre de questions que vous nous avez posées. Bien évidemment, et malheureusement, toutes les questions n'ont pas pu être répondues dans le cadre de ces 43 minutes. Pas de crainte pour autant. Toutes les questions qui n'ont pas été répondues le seront par nos conseillers
qui vous recontacteront. Il est temps pour nous de vous remercier de votre attention, de vous souhaiter une excellente après-midi et un excellent appétit, si ce n'est déjà fait. Merci à vous. Au revoir, Olivier. Au revoir, Patrick. Bon après-midi à tous.